Donc, je m'appelle Sébastien Place et donc je travaille pour l'entreprise Microsoft au niveau du secteur éducation, recherche scientifique, recherche académique pour les territoires de la Belgique francophone et du Luxembourg. Et avant ça, j'étais pendant 15 ans professeur en école, référent numérique, responsable informatique d'un pouvoir organisateur, reprenant plein d'implantations, et j'ai eu le plaisir aussi d'enseigner un petit laps de temps dans l'enseignement spécialisé. En plus de ça, je suis bénévole actif au niveau de la SBL Cap 48, que vous connaissez certainement. Donc c'est juste pour dire que j'ai toujours un pied dans le secteur actif. Je ne fais pas que bosser pour le grand logo avec les 4 carrés. Ça va? Cool. Donc, je vais essayer d'embrayer avec les super exposés de mes collègues. Donc la pression est quand même assez élevée. Et je vais surtout essayer de ne pas être trop redondant. Donc, c'est qui ça? Ah oui, ok. Et donc, je voulais juste dire que le QR code que vous avez là, si jamais la présentation vous intéresse, ça vous permet de vous connecter avec moi au travers de mes réseaux sociaux, celui de votre choix. Et donc, si jamais la présentation pourrait vous être utile, vous n'aurez qu'à m'envoyer un message par le canal de votre choix et vous pourrez avoir une copie de ce deck. Ok? Sait-on jamais. Donc je vous laisse quelques instants pour scanner le dit QR code au besoin. Et alors vous avez également un petit logo sur cette présentation. Vous avez en bas là il est marqué accessibilité, vérifier avec le vérificateur d'accessibilité Microsoft 365. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est que 90% des gens que je côtoie utilisent des outils probablement Microsoft, mais ignorent ce truc. C'est que quand vous créez un contenu avec du Word, de l'Excel, du PowerPoint ou n'importe lequel des outils Microsoft, il y a par défaut un assistant dans toute cette suite applicative qui s'appelle l'assistant d'accessibilité. Alors, il ne va pas faire le boulot à votre place, mais il va juste scanner en fait tous vos slides, tous vos decks, etc. Et il va vous prévenir, ah, vous n'avez pas mis de description textuelle de votre image sur le slide numéro 3, vous n'avez pas mis de descriptif non plus sur le champ paragraphe, ou cette zone n'est pas lisible. Donc ça ne résout pas tous nos problèmes, mais c'est un outil finalement plus d'éducation personnel, ou en tout cas à partager également avec ses collègues, qui aide à être sensibilisé à comment est-ce qu'on peut essayer de rendre, autant que faire se peut, du contenu le plus inclusif et accessible possible. Voilà. Cool. Alors, c'est là que, heureusement que je n'ai pas compté sur mon cliqueur et que j'ai mon clavier. Alors, on a parlé, Alain a parlé, Benoît a parlé, Julien a parlé d'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que le point intéressant au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un secteur qui a accéléré comme on n'a jamais vu la technologie accélérer par le passé. Sur ce slide ici, vous avez, sur un panel, voyez, d'une petite dizaine d'années à peine, l'évolution des différentes technologies qui ont été développées grâce à l'intelligence artificielle. Et donc on voit notamment qu'en 2016, on a eu les premières applications capables de faire de la vision par intelligence artificielle, puis il y a eu la reconnaissance de la voix, la lecture assistée, les traductions, la synthèse vocale, la compréhension du langage, pour arriver à notre époque à la notion d'IA générative, qui n'est d'ailleurs qu'une étape vers encore d'autres évolutions d'outils que vous êtes déjà en train de voir se développer et évoluer sous vos yeux. Tout ça pour dire que l'IA, comme le disait Alain dans sa conclusion, c'est aussi des enjeux de société. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, et je vais développer un peu après des exemples concrets de son application, c'est un secteur d'abord de développement du monde informatique, c'est une discipline scientifique en soi, mais c'est surtout beaucoup de questions. Alors je ne vais pas lire tout ce slide, comme j'ai dit, vous pourrez en avoir copie si vous voulez l'analyser. C'est un peu des pistes de réflexion qu'on développe chez Microsoft en interne et en externe, dans les discussions avec nos clients, les universités, les laboratoires de recherche, un peu partout dans le monde, aussi nos partenaires implémentateurs de solutions, nos partenaires de développement. Et donc c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec de l'IA de manière concrète dans notre société et en quoi elle impacte? Et là, vous avez quelques pistes peut-être intéressantes avec des exemples de cas pratiques que je ne développerai pas ici. Alors, dans les ressources que je recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, il y a ce rapport de l'UNESCO par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, c'est un petit pavé, il faut se le farcir, mais le contenu est vachement intéressant. Donc, si vous ne le connaissiez pas, vous aurez dans ma présentation les liens pour télécharger ce PDF et pouvoir analyser ce rapport. Et si vous le trouvez un peu indigeste, vous le passez dans une IA de votre choix qui vous en fera un super résumé. Ça vous permettra d'avancer un tout petit peu plus vite. Attention aux biais cognitifs dans l'IA. Alors, on arrive un petit peu dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle au service de l'inclusion dans l'apprentissage. Et là, je voulais revenir d'abord sur quelques informations et quelques notions importantes. D'abord, la technologie, c'est un levier,
pas dire qu'il est nécessaire, mais c'est un levier vraiment impactant, et sinon vous ne seriez sans doute pas là aujourd'hui pour en discuter, ou en tout cas nous écouter en parler, c'est que la technologie permet de faciliter une approche plus équitable et l'inclusion par rapport au handicap et aux différentes fractures sociétales qu'on rencontre. Et là, Vincent, je pense que tu pourras en parler bien mieux que moi, donc je te laisserai faire un petit pitch peut-être plus tard. Voilà. Mais du coup, voilà, ici, il y a des éléments factuels par rapport, voilà, les situations de handicap, c'est pas que le handicap visible, c'est pas que le handicap moteur, c'est aussi le vieillissement de la société, c'est aussi des maladies invalidantes, c'est aussi des fractures sociales, par exemple par rapport au monde du travail, par rapport au chômage, et c'est surtout évidemment une masse d'inégalités, et donc ces éléments de rappel sont toujours intéressants. Je rappelle également ici, par rapport à de nombreuses analyses croisées, des sources qu'on a pu faire remonter dans nos analyses chez Microsoft, c'est que évidemment le handicap, c'est le premier facteur d'exclusion. Il y a déjà 16% de la population active qui souffre d'un handicap permanent, et les statistiques le disent, et ça c'est des chiffres que j'ai repris justement des études de CAP 48, une personne sur deux au cours de sa vie souffrira d'un handicap temporaire. Vous l'avez donc certainement déjà vécu, pour au moins une moitié d'entre vous. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, et là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler, à batailler au niveau de la sensibilisation et au niveau de la visibilisation du handicap invisible. C'est un peu paradoxal dit comme ça, mais voilà, c'est important. Alors, donc, les formes de handicap, je ne vais pas redévelopper. C'est un slide que je présente dans des conférences qui ne touchent pas forcément un public de première ligne, je dirais, par rapport au handicap, par rapport aux troubles également cognitifs et aux troubles de l'apprentissage. Donc ça, c'est plus un rappel de vulgarisation. Je ne vais pas m'étendre dessus. Je pense que vous êtes plus compétents et compétentes que moi sur le sujet. Et ici, voilà, un petit slide que j'aime bien présenter également pour ce type de public, où j'ai représenté par des images générées par intelligence artificielle les concepts de base des principaux troubles d'apprentissage et handicap cognitif. Toujours dans l'idée de sensibiliser et de pouvoir vulgariser un petit peu ces concepts auprès des enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices que je côtoie et avec lesquels j'ai plaisir de collaborer. Question de diversité également, hein. Donc l'inclusion, c'est aussi un environnement physique, un environnement humain et un environnement numérique. Et c'est le combo des trois qui permet de réussir vos projets d'inclusion et la mise en place, évidemment, d'une approche pédagogique plus inclusive au sein de vos écoles, de vos institutions et de vos établissements. Alors, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que ça signifie? Il y a une définition plus ou moins officielle que j'ai repris ici à gauche. Puis il y a ma version un peu vulgarisée avec ma tête là sur le côté. Globalement, moi j'aime bien dire que c'est concevoir des produits, des services, des environnements avec et pour les personnes en situation de handicap et des solutions pouvant bénéficier à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un élément très important que j'ai toujours plaisir à présenter et à amener dans les discussions avec les institutions avec lesquelles je collabore, c'est que ce qu'on développe là pour les personnes en situation de handicap ou de troubles cognitifs, ça peut aider tout le monde dans plein de situations sans avoir besoin de souffrir d'un handicap ou d'un trouble de l'apprentissage. Et c'est ce que je vais maintenant essayer d'illustrer avec quelques exemples. Et donc, ça reste un enjeu de société, assurer la réussite de tous les élèves, répondre aux défis des institutions, des entreprises, des services publics et offrir également un environnement personnel accessible dans notre vie de tous les jours. Et là, vous avez quelques exemples également de pistes de développement que nous appliquons, par exemple, nous, Microsoft, en tant que société par rapport aux employés avec mes collègues et comment faire en sorte de pouvoir amener autant que faire se peut un maximum de personnes dans des situations de confort, de travail, dans nos bureaux et dans nos méthodologies également de travail, puisque voilà, le handicap, ce n'est pas un état de santé de la personne, c'est surtout des questions d'interaction humaine qui sont rendues incompatibles par une série de troubles ou de problèmes de conception dans les lieux ou dans les tâches. Et finalement, les solutions numériques visent à des compensations pour essayer d'égaliser des situations totalement inégales au départ. Alors, je parlais d'IA, je parlais de capture d'image, je parlais de capture de son, Alain et Benoît parlaient également de traduction à la volée, Julien a également donné des exemples de ce qui est développé et intégré dans les solutions Apple. Je ne peux pas être exhaustif et ce n'était pas mon propos, je ne vais pas vous faire le catalogue, comme tu disais Tupperware, j'aimais bien l'expression Alain, ici de ce qu'on propose chez Microsoft. Mais ici, voilà, quelques exemples des solutions principales qui sont déployées massivement au niveau des écoles, de tous les niveaux, depuis les écoles maternelles, en passant par les internats, l'enseignement spécialisé jusqu'aux universités. Et là, vous avez des exemples de comment on intègre nativement des fonctions d'accessibilité directement dans la sous-couche de nos outils.
J'ai rajouté également le petit logo IA de part et d'autre qui vous permet juste d'identifier où est-ce qu'on mobilise de l'intelligence artificielle au niveau de ces fonctions. Et c'est un rappel intéressant, je pense, parce que la plupart de ces fonctionnalités, on a commencé à les développer chez Microsoft déjà dans les années 2010. Donc oui, ça fait un peu vieux con quand je le dis, mais c'est donc pas quelque chose du tout de nouveau, l'intelligence artificielle. Et donc il faut éviter la confusion dans la perception de la notion d'IA générative, avec les ChatGPT, les Gemini, les copilotes et tutti quanti, avec la notion d'intelligence artificielle, qui est donc le domaine de recherche fondamentale dans le secteur de l'informatique. Et finalement, si vous voulez une astuce pour ne plus jamais vous emmêler les pinceaux, dès qu'on vous parle d'intelligence artificielle, vous remplacez intelligence artificielle par automatisation. C'est magique. Et tout d'un coup, on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. On évite de l'anthropomorphisme basique et des projections dystopiques à la Black Mirror par rapport à des technologies qui ne sont rien d'autre que des logiciels et des machines qui essayent de remplacer des tâches humaines par des processus d'automatisation. Et tout de suite, dit comme ça, ça fait moins peur. Alors, ça, c'est également un secteur sur lequel on est assez actif du côté de Microsoft, c'est qu'on est aussi une entreprise de développement et de recherche. Là, c'est un exemple parmi des centaines de technologies grand public qu'on a rendues disponibles et également open source par rapport à de la recherche fondamentale en intelligence artificielle inclusive. L'idée, c'est que ça s'appelle Microsoft Seeing AI, et donc il s'agit d'un système applicatif par IA qu'on peut déployer sur n'importe quel type d'appareil. Ça n'a pas besoin d'être une machine Windows, ça n'a pas besoin d'être un iPad, ça n'a pas besoin d'être un Chromebook, ça n'a pas besoin d'être un smartphone, ça peut être ce que vous voulez tant que ça a un écran et que ça peut aller se connecter de manière directe sur Internet ou indirecte. Et l'idée, en fait, c'est que ce moteur d'IA, on l'a mis à disposition pour que des développeurs et des développeuses, par exemple, puissent l'intégrer dans leur propre développement et solutions sans avoir besoin de réinventer la roue ou de dépenser des millions en recherche et développement. Et donc, c'est un système très simple. Ça permet à la caméra de l'appareil sur lequel on va connecter ce système de pouvoir faire des descriptions de textes, de documents, de produits, de codes-barres, de descriptifs, de recettes de cuisine, d'écrire physiquement des personnes, des scènes courantes, des paysages de la vie de tous les jours, différentes monnaies, billets, pièces, la luminosité, les panels de couleurs, de l'écriture, et ça va simplement le dire à voix haute avec le système de synthèse vocale, et ça va faire de la description pour la personne qui utilise l'appareil. Et donc tout ça pour dire que vous voyez, on est ici, je pense, au cœur de l'utilisation raisonnable et raisonnée dans un bon à propos de l'intelligence artificielle en termes de technologie disruptive. Alors, ici, c'est un autre outil gratuit et rendu également public qu'on a développé en 2018 qui s'appelle le lecteur immersif. C'est un outil d'IA, à l'époque où il était un peu impoli d'en parler, qui permet en un clic à n'importe quel lecteur et lectrice d'un contenu dans la plateforme Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint, de pouvoir adapter lui-même ou elle-même en quelques clics ou en quelques touches sur l'écran tout le contenu textuel de la ressource sans qu'il n'y ait absolument aucun travail préparatoire requis par la personne qui a créé la ressource. Autrement dit, on continue à faire ses cours en PowerPoint ou en Word comme avant. On partage le fichier avec ses élèves et c'est le lecteur immersif qui fait tout le travail de conversion et d'adaptabilité, police de lisibilité, couleur d'arrière-plan pour le focus dans la lecture et les TDAH, synthèse vocale, génération automatique à la volée d'images pour décrire les mots, découpe syllabaire, traduction à la volée par mot, prononciation multilingue, 144 langues prises en charge, focus de lecture avec une ligne de concentration extensible, vitesse de lecture de déroulement automatique, analyse vocale également de la lecture à voix haute de la personne devant son appareil, analysée ensuite par IA, et l'IA va rendre un rapport de lecture à la personne qui s'est enregistrée en lui donnant des avis et des conseils ainsi que des exercices de prononciation adaptés par rapport aux erreurs qui ont été commises. Et donc ça date de 2018. C'est donc une technologie qui a 7 ans. Il n'a pas fallu attendre ChatGPT pour faire de l'IA dans l'inclusion. Donc il faut vraiment se sortir cette représentation mentale, puisque c'est le bon terme, de la tête. L'IA, c'est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus large que cela. Oui, ça va aller, ça va aller. Je mets un coup d'accélérateur.
Là, vous avez juste un exemple, une lecture multilingue et le système qui va ensuite, au terme de la lecture, générer des listes de mots à prononcer avec des exemples concrets et il va donner voilà, une couleur verte si c'est bien relu, une couleur jaune, une couleur rouge. Et voilà, ce n'est qu'un exemple hein, et ce ne sont que des débuts. On développe énormément de ces outils également dans d'autres secteurs que la lecture, puisqu'on a maintenant développé le même principe d'assistant également pour les progrès en lecture orale et les progrès de compréhension à la lecture, hein, avec l'intelligence artificielle qui va pouvoir vous aider à générer des lectures pour les élèves, mais également analyser leur lecture à voix haute et vous remettre un rapport complet de lecture, avec le nombre d'occurrences erronées, les répétitions, les mauvaises prononciations, les bégaiements, les éventuelles substitutions syllabaires et phoniques, etc., etc., etc. Et donc le type de rapport que vous recevez est représenté ici sur la droite. On a développé également le même concept d'assistant en mathématiques, toujours dans une offre gratuite et mondiale. Et on a également développé un autre secteur dans l'inclusion qui est hyper important, qui s'appelle Microsoft Reflect. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord de la reconnaissance socio-émotionnelle. Donc c'est un outil avec un peu d'intelligence artificielle dedans qui vous permet soit de vous auto-sensibiliser et former, soit de former vos collègues, soit encore mieux évidemment de former vos élèves à l'apprentissage de l'identification socio-émotionnelle. Autrement dit, de pouvoir mettre des mots et des représentations sur l'état psychologique et émotionnel dans lequel je me trouve à un instant T et qui, par de très nombreuses évidemment études solides en neurosciences, a prouvé qu'il avait un impact extrêmement significatif sur la capacité cognitive et la concentration dans l'apprentissage. J'arrive vers la conclusion, je te rassure. Donc, l'IA générative bien appliquée... C'est pour ça que je t'aime, Benoît, c'est pour ça que je t'aime. Je le dis haut et fort. Voilà. Il a été mon instit quand j'étais en primaire. Comme ça, vous savez. C'est pour ça que je n'y touche pas à sa picon tout à l'heure. Parce qu'il me l'avait dit en 6e primaire. Il était méchant. Voilà. Bref, l'IA est une véritable révolution. Vision, idée, objectif, c'est les mots-clés quand vous voulez déployer de l'intelligence artificielle dans l'inclusion, dans un projet scolaire de manière éclairée. Autrement dit, visualisez où vous voulez aller, c'est quoi l'idée derrière votre projet et l'objectif précis que vous visez et que vous cherchez à atteindre. Sans ça, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais le projet court à la catastrophe. Petit rappel, puisque Alain a présenté des exemples avec les technologies NotebookLM, Gemini, etc. Julien a parlé des intégrations avec Apple Intelligence, les modèles GPT, mais aussi les connexions possibles avec les technologies copilotes de Microsoft ou Gemini de Google. Tout ça n'a aucune importance pour moi aujourd'hui. Ce que je veux juste dire, c'est que l'IA générative dans son ensemble, et je parle bien ici d'IA générative, pour celles et ceux qui ne sont pas super familiers ou familières avec ces notions, eh bien ça permet déjà, à l'instant où je vous parle, de faire tout ça. Et ce n'est qu'un début, puisque comme on le dit, ça évolue chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vers toujours plus de fonctionnalités, comme le disait Alain, avec une vigilance accrue, avec de l'esprit critique à développer. Et donc voilà comment nous développons des conseils également pour les écoles qui commencent à apprendre l'usage de l'IA générative. Eh bien, comment est-ce qu'on construit un prompt, comment est-ce qu'on analyse une réponse, comment est-ce qu'on développe son esprit critique, et comment utiliser voilà, ces IA génératives pour résumer des contenus, créer et aider dans la création de contenus, rechercher de l'information et tout ce qui s'ensuit. Puisqu'on vit une époque formidable, et ça m'amène tout doucement vers mes slides de conclusion, je te rassure, la recherche d'informations a été bouleversée par ces IA génératives, puisqu'on constate maintenant depuis à peu près 2 ans que la notion de recherche informative au travers du prompt s'est substituée très rapidement, trop rapidement peut-être, à la recherche d'informations au travers d'algorithmes de recherche au web, les fameux moteurs de recherche Google, Bing, DuckDuckGo et tutti quanti. Et donc, ça, c'est également un point intéressant. Je ne développerai pas ce slide ici. Si ça vous intéresse, vous aurez accès au deck. L'IA générative, tu parlais de vigilance, Alain, et tu disais que tu étais un utilisateur, mais un utilisateur éclairé et prudent. Eh bien, ici, vous avez une liste des principaux biais des IA génératives sur lesquels vous devez vous concentrer et maintenir votre état de vigilance quand vous les utilisez afin d'avoir du travail pédagogique de qualité et efficace qui ne soit pas influencé par les connotations de ces biais. L'IA générative, c'est donc un outil à votre service, à notre service et à celui de vos élèves, apprenants et apprenantes. N'oubliez pas, c'est un outil faillible. Il n'y a jamais aucune IA générative qui n'hallucine pas. Actuellement, en effet, des outils comme NotebookLM, comme Copilot, comme Apple Intelligence atteignent des scores d'hallucination qui sont inférieurs à 2%.
mais ce n'est pas une valeur zéro. Et vous le savez, moi j'étais prof de sciences à la base, et donc quand un résultat statistique est non nul, ça veut dire que l'occurrence a toujours une occasion de se présenter. Donc ça veut dire que l'erreur surgira toujours quelque part quand vous l'utilisez. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais elle surgira. Et donc là, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul élément qui peut maintenir la vigilance et résoudre ce problème, c'est vous et votre super cerveau. L'IA, c'est du machine learning, c'est des technologies formidables. Ici, vous avez les exemples de comment ce machine learning est déjà utilisé et déployé dans plein de technologies, dans votre vie de tous les jours, avec notamment les exemples que j'ai pris, qui ne sont même pas des technologies Microsoft. Mais tout ça pour dire que vous êtes ambiancé, vous êtes baigné dans cette IA depuis maintenant plus de 2 décennies. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence enfin à se poser des questions sur le sujet. Se poser des questions, ça fait réfléchir et ça développe l'esprit critique. Et je pense que c'est ça le point le plus important à retenir de cette journée, pour vous en tout cas, c'est, voilà, votre esprit critique est la clé. Soyez critique par rapport aux choix technologiques, soyez critique dans le développement des apprentissages que vous développez, dans l'inclusion ou pas des technologies dans l'apprentissage inclusif. Et ici, je vous ai mis également un panel de ressources qui seront téléchargeables pour celles et ceux qui voudront récupérer mon deck. Les URL sont publiques, vous pouvez également les photographier, avec un centre en ligne de formation gratuite autonome pour les enseignants et enseignantes que nous avons développé Microsoft, sur lequel vous avez des parcours d'apprentissage entiers dédiés sur les différentes thématiques que j'ai abordées et beaucoup d'autres, parce que je ne pouvais pas être exhaustif. Vous avez également des kits de ressources de classe pour l'intelligence artificielle que nous avons développés, qui sont disponibles en français et téléchargeables. Et vous avez enfin des formations en ligne dédiées pour les enseignants que j'ai sélectionnées dans la grande liste du portail que vous aviez 2 slides avant. On va dire que c'est mes 4 préférés du moment. Et je vous ai mis des petits drapeaux juste pour vous indiquer dans quelle langue elles sont disponibles. Sachant que même une formation en ligne en anglais, aujourd'hui grâce à l'IA, vous pouvez la traduire à la volée en français sans avoir besoin d'avoir la page dans votre langue maternelle. Voilà, c'était ma petite présentation sur l'IA au service des pratiques éducatives, notamment grâce aux technologies Microsoft. J'espère que ça vous a plu et merci de votre attention.